va peut-être commencer. Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour cet FLM débat. Notre invité aujourd'hui est Reza Laïma. Je ne vais pas, peut-être, je ne suis pas sûre que la prononciation soit la meilleure, donc je vais vous laisser vous représenter. La question dont on va discuter aujourd'hui se prête vraiment à discussion. Je pense que plusieurs d'entre nous ont été impliqués avec des commissions ou des tâches différentes en essayant justement de comprendre l'évaluation des déchets radioactifs. Donc, nous sommes très heureux d'avoir votre point de vue, Reza. Et juste pour rappel, donc vous êtes à Oslo, vous êtes souvent en France parce que vous avez aussi un rôle. Je pense que vous avez pu parler aussi de cette question en France. Vous êtes associé à KPMG à Oslo, mais aussi associé à HEC. Donc, je vous laisse donc vous exposer votre point de vue sur les déchets radioactifs. Merci beaucoup Anna, merci à vous et à l'équipe de la chaire pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de vous parler parce que, comme vous l'avez dit, je suis à Oslo. Dans les circonstances actuelles, les échanges sont largement électroniques, mais plus généralement sont devenus un peu difficile. La France est loin. C'est un pays voilà, où j'ai passé une grande partie de ma vie et j'y passe encore beaucoup de temps quand je peux, mais en ce moment, je peux peu. Et alors, pour vous dire un mot très conjoncturel, ça fait presque une semaine qu'il neige sans qu'on discontinue à Oslo. Donc, il y avait déjà pas mal de neige cette année. Là, maintenant, on est enfoui. Et en confinement, donc doublement confiné, et on se sent, à vrai dire, un peu coupé du monde. Donc, un bonjour enneigé et un grand merci. Le travail dont je vais vous parler est collectif. Je l'ai mené au cours des 2 années passées au sein d'un comité d'experts que l'Agence de gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, a rassemblé pour piloter un exercice d'évaluation socio-économique qui s'inscrit dans le cadre du processus de création du projet de stockage CIGEO. Ce travail, il a impliqué, outre les membres de ce comité, de nombreux experts de l'ANDRA, des experts d'autres institutions et d'équipes de consultants qui ont réalisé le SE. Voilà, c'est un petit sous-ensemble de ce large groupe qu'on voit sur cette photo, à 500 mètres sous terre, sur le site du laboratoire qui mène encore les travaux de recherche préparatoires au projet CIGEO. Je ne vais pas détailler les personnes qui sont sur la photo, elles se reconnaîtront peut-être sous le casque. Mais c'est avant tout le travail en commun qu'on a réalisé que je voudrais saluer. Ce travail est maintenant terminé. Le SE va être publié, va vivre sa vie. Et je dois dire que je vais en proposer ici une lecture personnelle, en m'attardant principalement sur des points de méthodologie qui m'ont semblé particulièrement intéressants, et en ne parlant guère des résultats proprement dits de l'évaluation socio-économique. Donc cette lecture est personnelle et mes collègues et collaborateurs tout au long de ce travail avec qui j'ai eu le bonheur d'échanger pendant 2 ans, je dois dire que leur responsabilité n'est en rien impliquée dans ce que je vais dire, ni sur le fond, ni sur la forme. Alors, au cours de ces 2 années, en fait, peut-être que la majeure partie de notre temps a été consacrée à explorer les différentes facettes du projet et à comprendre la façon dont on pouvait en rendre compte dans l'évaluation socio-économique, c'est-à-dire en fait à des questions de méthodologie.
Pour vous donner un aperçu sommaire du problème, on peut partir des déchets eux-mêmes, évidemment. La France dispose depuis les années 50 d'un programme électronucléaire et par ailleurs d'un programme nucléaire militaire. Pour la partie électronucléaire, il s'agit d'un parc aujourd'hui de 56 réacteurs nucléaires en activité et d'une quinzaine de réacteurs qui sont définitivement à l'arrêt, dont une majorité est en démantèlement. Ces réacteurs, au cours de leur vie, ont produit un stock de déchets considérable. Et la partie de ces déchets qui nous intéresse particulièrement ici est celle à moyenne activité à vie longue. Selon l'inventaire qui a été fait fin 2018, 43 000 mètres cubes de ces déchets qui ont la particularité de renfermer des éléments dont la demi-vie est très, très longue. Alors, il ne faut pas s'attacher simplement aux critères de classement qui est cité ici, une période supérieure à 31 ans. Dans le cas de certains composants, on parle d'une période qui est de plusieurs millénaires, voire de plusieurs dizaines de millénaires. Et puis, pour le reste, de déchets à haute activité, près de 4000 mètres cubes fin 2018, avec des niveaux de rayonnement et des dégagements de chaleur très élevés, qui imposent un traitement tout à fait particulier. Ces déchets sont d'abord, sous forme de combustible principalement, placés dans des piscines de refroidissement pendant des années avant qu'on puisse les conditionner. Et le conditionnement, pour les plus actifs, consiste à les enfermer dans des matrices de verre. Et ces matrices de verre sont étant elles-mêmes ensuite placées dans des conteneurs métalliques. Voilà, ces déchets sont aujourd'hui entreposés dans des installations de surface, le plus souvent sur les sites de production, et gérés par les producteurs eux-mêmes, donc au premier chef EDF, Orano et le Commissariat à l'énergie atomique. Sous la supervision néanmoins de l'Agence de sûreté nucléaire, et en principe en conformité avec ces exigences de sûreté. Cette gestion des stocks de déchets et le respect des conditions de sûreté et de sécurité impose un ensemble d'opérations qui vont de la surveillance sur site à la surveillance des sites eux-mêmes, y compris par l'armée de l'air, par exemple, jusqu'à des opérations de reconditionnement des déchets ou de renouvellement des entrepôts lorsque le passage du temps finit par l'imposer. Ce qui est au cœur de la question qui nous préoccupe ici est le transfert de ces responsabilités et des coûts afférents aux générations futures qui, évidemment, posent question. Il faut voir dans quelle mesure est-ce que un tel transfert correspond à des principes d'équité, notamment entre les générations. Alors tout cela étant dit, la France s'est engagée depuis les années 80 et sur le plan législatif depuis 1991 dans un processus de mise en place d'une solution de gestion à long terme des déchets. Ce processus est extrêmement long, quand même, il y a peu de décisions que l'on met plus de 30 ans à prendre, mais c'est une spécificité du secteur plus que du pays, pour une fois, on pourrait dire. Puisque les autres pays producteurs de déchets sont aussi engagés dans des campagnes très longues de réflexion, d'expérimentation, de choix, puis de suspension de solutions. C'est donc un problème de décision particulièrement ardu, et la France y a apporté une première réponse en 2006 avec l'inscription dans la loi du choix du stockage géologique. Et puis cette année, c'est une nouvelle étape importante de ce processus qui se présente avec le dépôt d'une demande d'autorisation de création qui lancerait véritablement le projet de stockage géologique CIGEO. Et c'est à cette occasion que l'évaluation socio-économique a été menée. Alors,
Revenons à ce stade un peu en arrière, un peu en amont de cette décision, au moins sur le plan logique, essayons de nous rapprocher du cadre de l'évaluation socio-économique en nous demandant finalement quel est le choix qui se pose, quelles sont les options en présence. Il y a d'abord l'option de projet CIGEO, c'est un projet de création d'une grande infrastructure de stockage à une profondeur de 500 mètres sous terre au sein d'une formation argileuse. L'Andra en a développé la technologie et estime être prête. Un site est déjà prévu pour le projet à proximité de la commune de Bure, qui est à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne, en coopération avec les autorités locales. Alors, tel qu'il est prévu, le projet prendra 125 ans entre son démarrage et la fin du démantèlement du site, avec le comblement de toutes les voies d'accès qui ferment définitivement le site et qui lance l'existence d'un stockage géologique proprement dit. Il a un coût tout à fait substantiel, qui a été initialement estimé par l'Andra à 35 milliards d'euros, et qui est désormais aligné sur un objectif gouvernemental de 25 milliards d'euros. C'est donc un coût objectif. La philosophie du projet et l'avantage essentiel qui lui est attribué, c'est de confier la gestion des déchets à la géologie plutôt qu'à l'homme, parce qu'on considère que la géologie est plus stable sur le temps long que l'homme. C'est donc ce qu'on appelle la gestion passive, par opposition à une gestion active par l'homme. Alors, cela dit, le projet CIGEO, rapidement esquissé ici, a fait l'objet depuis des années d'un débat assez intense et pas mal de voix contraires se sont exprimées, qui ont fait valoir, en résumé, qu'il y avait urgence à attendre et avantage à continuer la recherche. Selon ces points de vue, il existe aujourd'hui des pistes de traitement alternatifs des déchets, telles que la transmutation, dont on espère qu'elle permette de réduire très substantiellement la durée de vie des matières radioactives, ou le borehole, ou deep borehole, qui est un puits de stockage en très grande profondeur, c'est-à-dire des profondeurs de 3000-3500 mètres, donc considérablement plus que ce dont on parle dans le cas du stockage géologique, et c'est véritablement un puits vertical dans lequel on place les colis de déchets. L'idée est alors de mettre à profit les prochaines décennies, durant lesquelles l'essentiel des déchets à haute activité, de toute façon, n'est pas prêt pour le stockage géologique parce qu'il est encore trop chaud, pour avancer sur ces pistes, et on espère ainsi gagner en sûreté et ou réduire le coût, mais sans savoir si ces recherches aboutiront au prix d'une activité intense de recherche et développement. Et peut-être de la perte du site actuel de Bure, qui est un point non négligeable de cette question, puisqu'on ne pourra pas garder indéfiniment un site mobilisé pour l'arrivée éventuelle d'un projet, et que l'expérience d'autres pays a montré que c'est un élément tout à fait décisif de la faisabilité de ce type de projet. Problèmes d'acceptabilité de type NIMBY classique qui ont amené beaucoup de pays à suspendre la recherche d'une solution simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un site pour y réaliser le projet. Et puis finalement, l'exercice d'évaluation socio-économique nécessite qu'on compare de telles options de projet à une situation que l'on qualifie de contrefactuelle, dans laquelle le décideur ne ferait pas rien, mais ferait le minimum. Donc en l'espèce, il s'agirait donc de poursuivre indéfiniment l'entreposage en surface de déchets, ce qu'on appelle l'entreposage longue durée, avec ce qu'il suppose de surveillance, d'entretien, de gestion active. Or, ce qui est frappant est que cette solution n'est envisagée sérieusement par à peu près personne, non seulement en France, mais dans tous les pays concernés. Il y a donc un très large consensus pour considérer que l'entreposage de longue durée n'est pas acceptable.
Donc, on voit petit à petit poindre un certain nombre de difficultés pour retranscrire ce problème à mesure qu'on réfléchit à la façon d'en prendre compte dans le cadre d'une évaluation socio-économique. Ces difficultés sont tout à fait particulières, tout à fait uniques pour l'exercice d'évaluation économique tel qu'il est pratiqué. D'abord, il y a un problème de choix sur lequel on se penche qui est quand même très encadré, puisque l'option de projet est déjà inscrite dans la loi, donc en quelque sorte la décision a déjà été actée. Et puis par ailleurs, la solution contrefactuelle, qui est tout de même celle qui se pratique à peu près partout, est aussi rejetée à peu près partout. Ensuite, l'horizon temporel du projet est tout à fait anormal. La réalisation du projet prend plus d'un siècle, ce qui est un petit peu l'horizon, ça fait partie des horizons les plus longs que l'on considère pour la valorisation des projets. Là, ça sera simplement le début des services rendus, des services que l'on attend en termes de prise en charge des déchets, et ces services ensuite s'étendent sur des dizaines de millénaires. Bien sûr, les avantages de la gestion passive par rapport à la gestion active ne sont tangibles qu'à partir du moment où on est effectivement en gestion passive, c'est-à-dire qu'on a fermé le stockage, c'est-à-dire au mieux à partir de 2150. Et puis enfin, du fait en particulier de cet horizon particulièrement long, le problème se caractérise par un très grand nombre d'incertitudes qui, pour certaines, sont radicales. Le projet est une première mondiale, au moins dans le type de formation géologique dans laquelle il est considéré, l'argile. Donc, même si ces données techniques ont été nourries par des années d'expérimentation, elles restent sujettes à de grandes incertitudes. Ensuite, pour caractériser l'avantage de la gestion passive par rapport à la gestion active, il faut arriver à se projeter dans la société post-2150 et notamment envisager qu'elle ne parvienne plus à assurer le même niveau de sûreté pour les déchets. Et enfin, pour imaginer le type d'accident qui pourrait en résulter, il faut imaginer un accident dans un entrepôt de déchets nucléaires et il n'existe quasiment pas de précédent de tel accident. Donc, on fait face à une quasi-absence de données, de retour d'expérience et d'analyse systématique des scénarios accidentels. Voilà. Donc, c'est un problème compliqué pour le décideur public, mais c'est aussi un problème compliqué pour l'analyste économique qui cherche à l'évaluer à travers une ESE. Et je vais maintenant vous expliciter un petit peu les pistes de réponse à ces difficultés qui ont été explorées dans l'ESE de CIGEO, en commençant par la prise en compte du très long terme, en passant ensuite aux autres questions, et notamment à l'incertitude. Mais si vous permettez, je vais d'abord boire un petit peu d'eau. Alors, sur la question du très long terme, il y a une difficulté intrinsèque et qui est d'autant plus sensible que les différentes solutions qui sont envisagées ont des profils temporels très différents en termes de leurs coûts et de leurs bénéfices. Donc, CIGEO, comme on l'a dit, engage des coûts très rapidement, des coûts de construction et ensuite de fonctionnement du stockage, pour des bénéfices qui ne viennent que plus tard et pour des générations qui sont en fait assez éloignées de la nôtre. Alors que des solutions telles que l'entreposage ont un flux de dépenses qui est régulièrement réparti tout au long de l'horizon temporel. Donc, en fonction de la façon dont on agrège les flux présents et puis ceux du futur, donc de la façon en particulier dont on les actualise et le choix du taux d'actualisation, on peut s'attendre qu'on ait des résultats, une appréciation très différente des bénéfices et des coûts de ces différentes options. Donc, le choix du taux d'actualisation, problème
pointu s'il en est et bien connu des économistes du climat s'il en est, est particulièrement, à première vue, particulièrement décisif dans le cadre de l'ESE de CIGEO. Alors, on a une pratique historique, traditionnelle, qui consistait à avoir des recommandations par pays de taux d'actualisation à appliquer aux décisions publiques, aux grands investissements publics. Les recommandations qui sont aujourd'hui encore en vigueur en France, qui ont été établies par le rapport Quinet en 2013, conduisent à un taux annuel qui serait proche de 5% dans le cadre d'un scénario de croissance régulière et normale au cours des prochaines décennies, au moins pour les activités qui sont bien corrélées à la croissance, et puis ensuite un taux qui décroît progressivement au cours des décennies suivantes. Mais le point de vue des économistes sur la question des taux d'actualisation a assez largement évolué au cours des 2 dernières décennies, et particulièrement après la remise du rapport Stern, des débats qui se sont suivis et des travaux qui ont été produits, qui ont conduit à un renouvellement de notre compréhension du taux d'actualisation, de ses déterminants et de la façon dont ils doivent être collectivement fixés, qui ont conduit à un très net élargissement vers le bas du spectre des taux d'actualisation qui sont admissibles pour des calculs à long terme. Donc, les taux tels que ceux recommandés par le rapport Quinet apparaissent aujourd'hui un petit peu comme des maxima, et puis on a des taux beaucoup plus faibles qui sont considérés admissibles, avec une palette à l'intérieur de laquelle il n'y a pas véritablement consensus sur le taux qu'il conviendrait de retenir. Donc, on n'est plus dans le cadre précédent, dans lequel on pouvait à peu près se mettre d'accord sur un taux. On se retrouve aujourd'hui avec toute une fourchette de taux applicables aux investissements publics, particulièrement dans des cas où des horizons très très longs, comme dans le cas de CIGEO, sont impliqués. Alors, dans le cadre de l'ESE, ce que ensemble nous avons choisi de faire, c'était de faire l'ensemble des calculs d'évaluation pour des taux d'actualisation qui balayent l'éventail des possibles. Donc, qui partent du plus haut, à peu près le taux recommandé par le rapport Quinet, pour aller jusqu'au plus bas, des taux qui commencent avec des profils très modérés pour aller au terme d'un siècle ou plus pratiquement à zéro, et en choisissant un taux intermédiaire pour voir comment est-ce que le choix du taux d'actualisation influe sur les résultats de l'ESE. En faisant ça, on a notamment mis en avant un raisonnement de type taux pivot, c'est-à-dire à partir de quel moment on bascule de la dominance d'une solution vers une autre avec la variation du taux d'actualisation. Alors, ce n'est pas aussi simple parce que la relation entre taux d'actualisation et disons, la vanne n'est pas une relation linéaire, donc on peut difficilement, à moins de multiplier les calculs, en déduire un taux pivot. En plus, les taux sont multiples en fonction des types de travaux, des horizons, etc. Mais disons qu'on s'est fait une idée assez claire de l'influence du taux d'actualisation sur le résultat de l'ESE en termes de solutions qui dominent les autres. En deuxième lieu, les incertitudes. Donc, si on se rapproche un petit peu plus du détail du projet, on a 3 types principaux d'incertitudes. Des incertitudes que l'on peut considérer paramétriques, c'est-à-dire qu'on a convenu de ramener les grands flux et les grandes variables qui influent le résultat à des calculs faisant intervenir des paramètres, et ces paramètres, on peut grosso modo convenir que leur incertitude peut se ramener à
une distribution de probabilité que l'on précise, et de cette façon, on peut tenir compte de l'incertitude. Il y a ensuite des événements qu'on peut, en première analyse au moins, considérer comme exogènes, comme par exemple, on investit dans la recherche, mais au bout du compte et vu d'aujourd'hui, ça reste un événement aléatoire de savoir si la recherche pour la mise au point et la mise en application d'une nouvelle technologie va déboucher ou non. De la même façon, on peut considérer que la possibilité de maintenir au cours du temps le site de Bure ou de le perdre et de devoir donc repartir à la recherche d'un site est un événement aléatoire. De la même façon qu'on peut supposer, et qu'il est convenu de supposer, que la survenue d'un accident dans un site d'entreposage ou de stockage de déchets est un événement aléatoire avec une probabilité. Et puis, il y a en dernier lieu, et peut-être surtout, il y a une incertitude radicale sur l'évolution à long terme de la société qui, comme j'ai essayé de l'expliquer, est un élément central du raisonnement et de cette différence qui est faite entre gestion passive et gestion active. Et quand l'économiste est mis en demeure d'imaginer quelles sont les conditions institutionnelles, les niveaux de revenus, les propensions à investir ce revenu dans des dépenses de sûreté dans une société à pratiquement 150 ans de nous, voire plus loin, il est fort dépourvu, il n'a pas ni les instruments, ni l'expertise pour réaliser ce type de prévision d'une façon qui soit un tant soit peu fiable. Donc on voit qu'il s'agit là d'une incertitude qui est d'une toute autre nature et d'un tout autre niveau que les incertitudes précédentes, même celles pour lesquelles on dispose d'assez peu d'expérience et d'assez peu de données. On est là vraiment dans le cadre d'une incertitude totalement radicale. Alors, là aussi, il y a une approche historique des économistes qui est l'approche bayésienne, qui consiste à faire foi de ce type de distinction, à dire une incertitude et une incertitude. La meilleure façon d'en prendre compte, c'est encore de la quantifier par une distribution de probabilité, et donc de ramener chaque grandeur incertaine à une espérance mathématique, donc de ces valeurs possibles pondérées par les probabilités correspondantes. Et du fait de la forme linéaire de l'espérance mathématique, tous les calculs reviennent ainsi à moyenner en fait toutes les incertitudes en une valeur actuelle nette espérée. Donc c'est mathématiquement élégant et extrêmement pratique, mais néanmoins contestable sur un plan épistémologique et normatif, parce qu'on voit bien qu'il y a incertitude et incertitude. Et ces questions ont amené au développement d'une nouvelle théorie de la décision qui est dite néo-bayésienne, qui reste bayésienne dans son souci de démarche d'inférence mathématique très rigoureuse, mais qui remet en question un certain nombre d'axiomes de départ de l'approche bayésienne standard, et qui arrive à la conclusion qu'il n'est pas irrationnel de ne pas probabiliser des incertitudes, ni irrationnel de ne pas vouloir agréger toutes les incertitudes. Alors là encore, ce courant théorique a remis en question une construction un petit peu monolithique qui dominait auparavant, sans pouvoir y substituer une nouvelle solution unique. Donc les modèles sont relativement complexes, aboutissent à des formes fonctionnelles différentes en fonction des axiomes que l'on veut bien retenir au départ, sans qu'il soit du tout possible de les hiérarchiser et d'en favoriser une plutôt qu'une autre. C'est pour ça qu'il me semble plus rigoureux peut-être même
résumer leur rapport par cette conclusion générale qu'on ne peut pas, en tout cas, considérer irrationnel un calcul qui se refuse à une probabilisation systématique et une agrégation de toutes les incertitudes. Ce que cela a voulu dire pour nous dans le cadre de l'ESE, c'est qu'on a une démarche adaptative et un petit peu calibrée en fonction des incertitudes. Les incertitudes pariques ont été propagées dans l'ensemble des calculs par des méthodes de tirage aléatoire de type Monte Carlo, de façon très systématique. Et, il y a un grand nombre d'incertitudes paramétriques qui ont été, des études de sensibilité ont été réalisées pour un grand nombre de paramètres. Ensuite, il y a une modélisation de certaines incertitudes comme celle que j'ai citée plus haut, réussite de la recherche, maintien du site ou pas, survenue d'un accident ou pas, qui ont été modélisées par des nœuds de chance, donc avec des probabilités. Ces probabilités devenant de ce fait elles-mêmes des paramètres qu'on pouvait ensuite faire varier pour voir la sensibilité. On a fait du calcul de valeur d'option pour voir quel était l'avantage des solutions qui permettent en fait, qui repoussent les décisions irréversibles le plus loin et permettent de tirer parti de l'arrivée d'informations, donc d'une meilleure capacité à optimiser les décisions dans le futur. Et puis finalement, pour la question de l'incertitude radicale sur l'évolution de la société, on a modélisé non pas un, mais deux scénarios de référence, deux scénarios centraux, celui d'une société qu'on a appelée OK, qui continuerait un petit peu sur ces tendances actuelles, avec leurs avantages et leurs inconvénients, ou alors une société qui connaîtrait une régression très significative, dont on peut évidemment trouver toutes sortes de causes dans les grands défis et dans les grandes difficultés auxquelles nous faisons face et nous ferons face encore plus dans les décennies et le siècle à venir. Donc il y a là l'idée que ces difficultés représenteront en quelque sorte une crise de civilisation pour une société comme la société française, auront un impact sur les institutions politiques en particulier, et s'appuyant donc sur les travaux de l'économie institutionnelle, on peut être amené à penser qu'une régression majeure est possible. Et alors évidemment, dans ce cadre-là, on peut beaucoup mieux imaginer le type de scénario dans lequel la gestion active du risque nucléaire ne serait plus du tout la même qu'elle peut être aujourd'hui, et donc notamment la probabilité de survenue d'un accident pourrait augmenter de façon notable dans une société comme la société Chaos. Alors, face à cette dualité de scénarios de référence, et en ayant un peu pour cadre théorique celui de la théorie néo-bayésienne, il nous a semblé juste de ne pas proposer une probabilité du scénario chaos, nous en sentions bien incapables, mais plutôt de raisonner pour toute une gamme de probabilités du scénario pour voir comment est-ce que les résultats étaient affectés, et donc avoir un raisonnement en probabilité pivot en disant, là, entre deux solutions, il y a une certaine probabilité de réalisation du scénario chaos qui fait basculer la décision d'un côté ou de l'autre. Puis j'en viens à la troisième grande difficulté à laquelle on a cherché à faire face, qui est la question de l'aversion pour le risque nucléaire en particulier. On peut rapprocher l'attitude à l'égard de notre solution contrefactuelle, de la solution d'entreposage à longue durée, à l'observation très étayée, discutée depuis des décennies,
d'une aversion collective particulièrement forte au risque d'accident nucléaire. Donc ça, on sait que un petit peu partout dans le monde, les sociétés sont particulièrement inquiètes du risque d'accident nucléaire, que les États ont des exigences en termes de sûreté nucléaire, sont prêts à engager des dépenses de mise en sûreté des installations nucléaires qui sont sans proportion finalement avec l'espérance de perte qui peut être associée à ce risque et sans proportion avec ce qui est fait dans d'autres secteurs avec éventuellement des espérances de perte plus élevées. Voilà, donc il y a une question d'acceptabilité du risque d'accident nucléaire ou de non-acceptabilité dont on voit une trace dans le rejet de l'entreposage à longue durée et l'idée qu'on ne peut pas transférer ce type de responsabilité aux générations futures. Alors là aussi, la pratique traditionnelle en analyse, en évaluation socio-économique a considéré longtemps que le décideur public n'avait pas d'aversion au risque, qu'en raison de sa capacité de mutualisation, il pouvait se montrer indifférent au risque. C'est le résultat d'Arolint qui a longtemps été mis en œuvre dans les analyses coûts-bénéfices. Et puis là aussi, ces dernières années, ce résultat et cette croyance ont été remises en cause par la réalisation qu'il peut y avoir corrélation entre risque du projet et risque macroéconomique, et que cette corrélation voulait dire qu'en fait, le décideur public avait une capacité moindre que ce qu'on pensait de mutualiser certains risques. Donc le décideur public peut exprimer une aversion pour ces risques et il est convenu d'en tenir compte par le biais du taux d'actualisation. Alors, ceci constitue incontestablement un progrès, mais ça ne correspond pas tellement au problème dont on parle, qui est un problème d'acceptabilité tout à fait particulier et qui n'est pas tellement lié à la possibilité de mutualisation des pertes économiques, mais plutôt à ce qu'on associe au potentiel d'une catastrophe nucléaire. Alors, potentiellement de très nombreux morts, des effets qui perdurent dans le temps, qui se propagent dans l'espace, etc., etc. Et en revanche, il y a une littérature récente, dont je vais juste donner un exemple en note de bas de slide, et sur l'aversion à la catastrophe et sur le fait que les événements catastrophiques ont un caractère particulier dont là aussi il peut être rationnel de tenir compte de façon particulière, donc de mettre en œuvre une aversion spécifique. Là aussi, la solution qu'on a retenue dans le SE consiste à prendre acte de ces travaux théoriques et d'essayer de rendre compte de ce qui nous semble une réalité incontournable du problème, cette question d'acceptabilité. Et donc, le raisonnement est le suivant. Si aujourd'hui, nous refusons de nous engager dans l'entreposage de longue durée, cela veut dire de façon implicite que nous sommes prêts à payer une prime assurantielle contre ce risque de catastrophe. Et la valeur indicative de cette prime, que l'on peut déduire par un raisonnement de type préférence révélée, c'est l'écart précisément entre le coût de l'entreposage de longue durée et le coût de la deuxième meilleure solution. On peut calculer cette prime de cette façon et le rapport le fait, mais tout en faisant ça, le rapport n'accorde pas à cette valeur un contenu normatif, mais là aussi dit plutôt qu'on peut raisonner avec toutes sortes de primes assurantielles que la société serait prête à payer depuis zéro jusqu'à l'infini, et que là aussi, on peut essayer de trouver quel est le pivot qui permet de basculer de la préférence pour une solution à la préférence pour une autre. Voilà, donc même type de démarche pour le traitement de ces trois difficultés majeures, même type
d'orientation méthodologique s'appuyant sur des fondements théoriques qui sont en fait tous assez récents et bienvenus. Alors, j'avais dit en introduction que je n'allais pas parler des résultats de l'OSE. Je vais quand même dire un tout petit mot dans la mesure où ça permet d'illustrer les apports, les conséquences de ces choix méthodologiques. Donc, l'ESE finalement compare un ensemble assez étendu d'options. On regarde le projet CIGEO tel qu'il se présente et tel qu'il est proposé par l'ANDRA, mais aussi la possibilité de décaler la réalisation de CIGEO d'une, 2, 3 décennies. On s'est penché sur une réalisation partielle de CIGEO qui permettait de stocker une partie des déchets. Par exemple, stocker les déchets à moyenne activité et vie longue et continuer la recherche pour l'autre partie, par exemple les déchets à haute activité, par exemple dans l'espoir de faire aboutir une technologie de type Borroll. Ensuite, on a une option qui consiste à abandonner purement et simplement CIGEO au profit de la recherche de technologies alternatives. Et puis finalement, on a gardé en vue le contrefactuel de l'entreposage longue durée avec, dans un esprit, disons, heuristique. Donc, ce n'est pas une option que l'on considère faisable, mais sa prise en compte et la comparaison par rapport à ce benchmark permettent de comprendre pas mal d'aspects du problème de décision. Alors, un des résultats importants, c'est que même avec des hypothèses relativement favorables en termes de coûts, en termes de probabilité de réussite, etc., les solutions de réalisation partielle de CIGEO accompagnées de recherche ne sont pas attractives, sont à peu près systématiquement éliminées, car elles ont tendance en fait à accumuler tous les coûts. On doit supporter pas mal des coûts de CIGEO et puis en même temps faire de la recherche, et puis si on trouve, faire une autre installation, etc. Donc ces solutions-là sont dominées. La solution dominante est le contrefactuel dans la quasi-totalité des configurations. En fait, la solution à bas coût qui consisterait simplement à continuer à entreposer est très difficile à battre du simple point de vue de la prise en compte des coûts et des avantages espérés. Ce qui évidemment milite pour une prise en compte formelle des fondements de son rejet. Il faut bien arriver à justifier autrement que par les calculs d'espérance de coût, le rejet général de la solution contrefactuelle. Et puis finalement, le choix se concentre sur l'alternative entre le CIGEO d'un côté et puis l'abandon de CIGEO au bénéfice d'efforts de recherche de l'autre. Et l'option d'abandon plus recherche domine dans certains cas, mais aussi parce qu'elle peut conduire dans certaines configurations à la solution de bas coût qui est le LD. C'est-à-dire si on imagine qu'on a conduit des recherches pendant un certain nombre de décennies, que dans l'intervalle, on a perdu le site de Bure, que les recherches n'aboutissent pas, que l'on n'arrive pas à retrouver un nouveau site, on se retrouve effectivement avec guère d'autres solutions que l'entreposage de longue durée. De ce fait même, en termes d'espérance, l'ensemble de l'option finit par bénéficier en partie du faible coût des branches qui conduisent à l'entreposage de longue durée. Autre résultat intéressant, ces quelques grandes tendances que je viens d'esquisser sont généralement robustes aux variations paramétriques et à la prise en compte des valeurs d'option. Donc, on peut assez largement penser que même si les grandeurs sont modifiées, la hiérarchie des solutions ne l'est guère quand on prend en compte ce type d'incertitude. Puis finalement, trois facteurs apparaissent déterminants dans le résultat final. C'est le taux d'actualisation, c'est la probabilité du scénario chaos
et c'est la prime assurantielle que l'on est prêt à payer contre l'entreposage de longue durée. Donc, ces trois facteurs, chacun de ces trois facteurs permet de justifier la réalisation de CIGEO ou au contraire son abandon au profit de la recherche. Et évidemment, la combinaison des trois facteurs peut en conduire à toutes sortes de configurations, mais c'est bien là-dessus que porte le cœur de la question. Alors, sur ce point, je crois que c'est utile de reprendre un peu de recul. Donc, on a esquissé dès le départ trois grandes difficultés méthodologiques dont dérivent en fait trois représentations par des variables particulières dans le calcul qui se trouvent avoir une influence décisive sur le résultat du calcul. Tout en ayant dit que d'un point de vue théorique, en fait, à l'intérieur du champ des possibles retenus, aucune valeur ne peut être privilégiée avec un raisonnement normatif par rapport aux autres. Autrement dit, les valeurs sont toutes aussi admissibles les unes que les autres d'un point de vue normatif. Donc, si vous voulez, en retenant un taux d'actualisation, une probabilité du scénario chaos et une prime assurantielle, toutes avec des valeurs tout à fait justifiables, on peut tout aussi bien choisir CIGEO que rejeter CIGEO. C'est pour cela qu'il nous semble important d'ouvrir ces trois dimensions en donnant évidemment les outils pour cela, à une discussion et à la construction d'une décision publique. On montre dans le rapport que des taux d'actualisation, enfin une combinaison tout à fait raisonnable de taux d'actualisation, de prise en compte de la probabilité de réalisation du scénario chaos, de prime assurantielle, conduit à accepter CIGEO, mais surtout, à mon avis, ce qu'on dit, c'est qu'il est important de discuter de ces trois aspects de la prise de décision. En conclusion, j'aurais voulu généraliser un petit peu ce point important, il me semble, de la méthode et des résultats pour illustrer ce qu'il signifie pour la pratique de l'évaluation socio-économique et son rôle dans le débat public. L'analyse coût-bénéfice et l'évaluation socio-économique font l'objet d'un débat incessant qui est quand même bien installé avec des rôles bien distribués depuis maintenant des années, voire des décennies, avec des adversaires très déterminés qui voient là un outil technocratique de décision opaque, non démocratique, etc. Les partisans de son usage prescriptif, au contraire, y voient un instrument d'exercice d'une rationalité collective et assume de façon plus ou moins ferme et de façon plus ou moins explicite son côté boîte noire, c'est-à-dire qu'on rentre beaucoup d'hypothèses et de chiffres et il en sort une décision, mais c'est une décision qu'ils estiment être la décision rationnelle. Et puis, il y a des partisans d'un usage plus souple, plus ouvert, qui se retrouvent un petit peu entre les deux camps, au milieu, et pour qui l'ESE doit surtout servir à alimenter, structurer, construire un processus de décision collective. Très clairement, l'ESE de CIGEO s'inscrit dans cette perspective-là, et essaye de répondre aux critiques des deux côtés en disant d'une part que voilà, un exercice d'évaluation socio-économique peut être ouvert et constructif, et de l'autre en montrant que, notamment pour les raisons que je viens de formuler, une approche de type boîte noire n'a vraiment aucun sens dans ce cas. Je crois que c'est intéressant de partager avec vous un peu
l'expérience que j'ai eue et que l'on a eue dans ces 2 ans de ce travail où, à l'intérieur du comité d'experts, on avait sur ces questions-là des points de vue déjà très divers. Mais alors, en élargissant nos discussions à l'ANDRA et puis à d'autres parties prenantes, là, on avait vraiment des points de vue très divers et des débats parfois houleux sur ce que ça voulait dire de faire rentrer dans ce type de calcul des considérations portant sur des générations très distantes, sur la, la prise en compte par le calcul économique de la possibilité d'un accident. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le milieu nucléaire français, il est pour des raisons historiques très réticent au raisonnement en termes de probabilité et à la quantification de la possibilité d'accident, à laquelle il oppose une approche de type ingénierie, du type quoi qu'il en coûte, disons, quoi qu'il en coûte, nous vous assurons la sûreté, ne vous en faites pas. Et donc, dans cette culture-là, opposer la logique de l'analyse économique et de dire l'accident a toujours une probabilité et donc on peut toujours tenir compte de son espérance de perte a été un véritable défi. Malgré cela, l'élaboration pas à pas de cette ESE s'est faite de façon extrêmement harmonieuse et a conduit à un consensus qui était véritablement éclairant pour toutes les parties, je crois. Et au cours duquel on a notamment pu déclencher un certain nombre de réflexions et de travaux qui n'avaient pas eu de précédent. Par exemple, les calculs qui ont été proposés, les raisonnements qui ont été proposés par l'IRSN, qui est l'agence d'expertise du risque nucléaire en France, pour commencer au moins à réfléchir à la possibilité d'un accident dans un entreposage de déchets, comment pourrait survenir et quelles en seraient les conséquences. Donc on a des chiffrages de ce risque-là pour la toute première fois, à ma connaissance. Donc voilà, cette ESE a été pendant sa construction un creuset qui a permis de rassembler beaucoup d'informations et de rationaliser des points de vue très opposés, très difficiles à concilier au départ. Et comme mot de fin, je voulais vous dire que je ne vois pas du tout pourquoi ceci ne pourrait pas être étendu, que maintenant que l'ESE va se retrouver versé au débat public, pourquoi on ne pourrait pas s'en servir encore comme instrument d'échange pour tenir compte des arguments des uns et des autres, les mettre dans un cadre d'évaluation. On n'a pas du tout l'illusion que ce cadre est objectif, mais au moins on peut penser qu'il est transparent et qu'il permet de prendre en compte tout argument à partir du moment où cet argument est étayé. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai assez largement utilisé le temps qui m'était imparti pour laisser un petit peu de place à la discussion et à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Reza, pour ce résumé, je dois dire, incroyablement clair de débats très difficiles et profonds et qui ont nourri plusieurs années de réflexion. Je pense qu'on va sûrement avoir des questions et je vais juste ouvrir ces débats sur ces points que vous avez évoqués, le fait de dire bon, quel est en fait le rôle après de cet exercice si complexe. Pour avoir, je ne suis pas la seule à avoir eu un peu de contact avec ces milieux. Moi, je trouve que l'ouverture dont vous parlez va être un peu difficile quand même à faire coller dans les organisations. Donc, comme je le perds quelque part que la rigueur de cet exercice et ces messages reste un peu voilà, n'arrive pas à être cet instrument que vous dites de
collecte d'informations et d'informations qui puissent diriger la décision collective. Je sais combien de temps cela a pris, mais comment en fait on peut maintenant passer à cette phase de diffusion et de sensibilisation aux arguments que vous avez portés, parce que moi j'ai l'impression que ça peut rester un peu une voie dans les déserts pour être négative. Oui, quelle est la pratique? Est-ce que je réponds à votre commentaire ou à votre question, ou est-ce que vous pouvez me répondre en attendant aussi d'autres questions? Oui, d'accord. Merci. Non, mais bien sûr, enfin, j'ai choisi dans les temps un peu déprimants dans lesquels on vit de finir par une conclusion presque fleur bleue. Je comprends que la réalité est beaucoup plus compliquée et que particulièrement à mesure qu'on se rapproche d'une décision qui sera assez irréversible, il est très probable que les positions vont encore se raidir et que le débat va devenir encore moins audible et rationalisable. Néanmoins, enfin, il y a eu un véritable effort de structuration du débat public sur cette question-là, avec une enceinte des instances qui l'ont porté. Et il me semble qu'au cours des tout derniers mois, on a connu une dérive dans ce cadre-là, et qu'il est peut-être possible de revenir à un fonctionnement un petit peu plus conforme à l'esprit de cette procédure de mise en débat public, notamment en faisant prévaloir des travaux d'expertise qui ne sont pas de parti pris au départ et qui peut-être rassemblent autour d'un outil comme ça des points de vue contraires pour essayer d'alimenter la décision, et aussi en mettant l'accent sur ce qui finalement apparaît comme les points clés de la décision et des différentes options. Je crois par exemple que le calcul qui montre que bien, à horizon des prochaines décennies, les solutions alternatives ont finalement assez peu de chances de déboucher sur quelque chose qui en tout cas domine très largement le stockage géologique en termes de coût ou de sûreté. C'est un résultat fort qui mérite d'être débattu, discuté, explicité, etc. Donc je crois qu'il faut probablement pas prendre tout ça en un bloc, mais plutôt aller se porter sur des points particuliers qui sont éclairés par l'ESE. Si les tenants d'une recherche de solutions alternatives pensent qu'il faut continuer pendant plusieurs siècles à la rechercher en entreposant parallèlement les déchets, voilà, ça indique de nouveaux points de discussion qui sont: est-il acceptable de garder des entreposages pendant plusieurs siècles, la marche du monde étant celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc il me semble qu'il y a moyen de dépasser la répétition stérile de la position de chacun, en rentrant un petit peu avec l'aide de l'ESE dans la mécanique du calcul comparatif. Merci beaucoup pour cette ultérieure explication. Marc, je vois que tu as une question dans le fil de la discussion, mais tu peux aussi nous la poser. Oui, ok. Bonjour, merci pour cet exposé. Donc, si j'ai bien compris, vous recourez beaucoup à la détermination de seuils qui font basculer d'une décision à l'autre. Vous l'avez évoqué pour le choix du taux d'actualisation, vous l'avez évoqué
pour le choix de certaines probabilités de survenue d'événements. La question que je me posais, est-ce que vous avez une analyse conjointe de ces différents seuils? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que selon le taux d'actualisation que vous allez retenir, la valeur critique de la probabilité de survenue, par exemple, d'un accident, ou au contraire, si on veut être plus positive, d'autres solutions plus satisfaisantes peut-être ou moins risquées du point de vue environnemental, change radicalement? Est-ce que vous avez une sorte de carte finalement de ces différentes valeurs critiques qui vous permet de voir si on est dans un domaine où finalement il y a peu de chances qu'on inverse la conclusion ou pas, dès lors qu'on modifie en fait une des variables clés? Oui, merci pour cette question. J'y ai effectivement fait très brièvement allusion en disant qu'il y avait toutes sortes de configurations possibles. Effectivement, alors je ne vais pas vous établir toute cette carte, mais disons, prenons par exemple les variations conjointes du taux d'actualisation et de la probabilité de survenue d'une société de type chaos à l'horizon d'ici à 2150. Donc, si on prend un taux d'actualisation faible, la solution CIGEO, de toute façon, donc ce qui dans notre calcul à nous est le taux d'actualisation faible, la solution CIGEO domine la solution de type abandon plus recherche en termes de vannes. Si on prend un taux intermédiaire, donc avec un profil moyen et puis ensuite baissant au cours des siècles, là, il suffit d'avoir une probabilité de 7% de réalisation du scénario chaos pour que CIGEO l'emporte. Donc, CIGEO ne l'emporte pas avec un taux intermédiaire, si la société va bien et continue sur sa tendance actuelle, mais s'il y a 7% de chance vers une transition vers une société chaos, c'est CIGEO qui l'emporte. Et finalement, avec un taux élevé, la probabilité pivot du scénario chaos passe de 7% à 47%. Donc, si le taux d'actualisation est élevé, il faut pratiquement une chance sur deux de basculer dans une société chaos pour que CIGEO l'emporte en termes de vannes. À cela s'ajoute ensuite le troisième facteur qui est la propension à payer une prime assurantielle pour se prémunir de cette société. Ok, merci. Patrice, peut-être tu veux. Oui, je veux bien me faire peut-être. Je n'ai pas posé de questions à Reza parce qu'on a travaillé on s'en est posé beaucoup, oui. Voilà, et ça a été un grand bonheur, y compris de t'entendre là, et je partage ce qu'a dit Anna. J'ai enfin compris ce qu'on avait fait ensemble. Donc, écoutez, moi, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire le pont avec ce dont on parle là et ce qui est l'objet de la chaire d'économie du climat, que je connais également un peu. Donc, j'aimerais vous proposer 2-3 observations. Bon, il y a déjà un premier pont qui est évident, qui est que ce dont on parle, c'est tout de même du cycle d'une énergie qui est décarbonée. Comme dans la chaire, on a vocation à se pencher sur tous les leviers de décarbonation. Évidemment, il y a un sujet là de grand intérêt. Moi, à titre personnel, finalement, ce que j'ai compris, et j'ai très probablement rabaissé un peu le débat par rapport à ce que vient le niveau auquel Reza l'a situé, mais j'ai fait ça pendant 2 ans, donc je continue. Moi, ce qui m'a frappé, premièrement, c'est la perception du temps long, et puis une évidence qui s'est imposée à nous assez rapidement, qui est que pour boucler le cycle d'investissement nucléaire, il faut qu'on ait, donc dans l'horizon le plus court, qui est celui où on fait CIGEO et où on le fait où tout est bouclé en 2150 à peu près, eh bien, tout ça aura supposé, grosso modo, une stabilité institutionnelle pour un pays comme la France pendant 2 siècles, si on situe à peu près le début au milieu du XXe siècle. Et évidemment, cette très longue durée, elle interpelle. Alors, elle interpelle a fortiori, évidemment, si on considère l'entreposage sur un plus long terme, et on est quand même allé flirter avec le 23e siècle, le 24e siècle, etc. C'est évidemment
Et l'idée de se projeter à des horizons plus longs encore donne le tournis. Et donc, c'est une première observation que j'aimerais partager avec vous, qui a l'air d'être une évidence, mais qui, de fait, a commencé à planer puis à envahir nos débats parce que le moment où on a commencé à travailler était un moment où on était peut-être moins avancé dans le délitement de toute une série d'éléments institutionnels autour de nous et qui qui font le socle de la stabilité qui a permis de développer du nucléaire en Europe, qui est la remise en cause de l'OTAN, ou en tout cas sa mise en question par Trump, qui est le Brexit et qui est par ailleurs la crise sanitaire. Et plus on avançait dans ces échanges, plus il s'avérait que le chaos qu'on situait dans le très, 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 très lointain et qui était hypothétique, et qui était d'ailleurs fascinant intellectuellement parce que, et je parle sous le contrôle d'Émile Quinet, qui a présidé notre petit groupe, il s'est avéré qu'on travaillait en terra incognita, c'est-à-dire au-delà des horizons dans lesquels des taux d'actualisation avaient été pensés et qui étaient destinés à réfléchir à des projets longs de type ligne TGV ou de type canal, etc., etc. Et donc là, on était vraiment en terra incognita. Il se trouve que ce chaos qu'on situait dans le lointain, dans le trop lointain, et qui était un objet de spéculation pour le très long terme, avait commencé à s'installer dans notre environnement. Et moi, j'en viens à une proposition ou un sujet d'intérêt, en tout cas pour faire le pont entre ce que l'on a fait dans ce cadre, la manière dont on a été conduit à se pencher, notamment au niveau, en puisant dans des travaux d'économie institutionnelle, sur la manière dont des sociétés se délitent, me semble à l'évidence avoir un intérêt dans le domaine de l'économie du changement climatique, et notamment autour des problématiques d'adaptation. Et il me semble que ces scénarios KKO autour desquels on a été conduit à réfléchir, eh bien, sont des outils qui, alors évidemment raffinés, adaptés, etc., peuvent converger avec d'autres types de préoccupations, peut-être dans la deuxième partie du siècle, mais peut-être pas. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au Texas, transitoirement, et l'effondrement d'un système, et qui très probablement n'avait pas été, enfin pour ce qu'on peut en comprendre, n'avait pas été modélisé et pris en compte. Et donc il me semble qu'il y a également, voilà, dans cet exercice de SE, il me semble qu'il y a également cet intérêt qui finalement pourrait conduire à réfléchir pour des infrastructures qui sont l'objet de SE, qui ont déjà été évaluées, peut-être et c'est un terme qu'on a assez peu employé, mais qui me semble planer sur toutes ces discussions, à la résilience de ces infrastructures dans des environnements qui sont peut-être plus chaotiques et qui seront peut-être plus chaotiques d'un point de vue institutionnel, par hypothèse dans la deuxième partie du siècle, que ce qu'on avait envisagé. Il y a, me semble-t-il, un retour d'expérience de cette ESE qui me paraît intéressant et à creuser. Alors, on a toute une série de travaux programmés, de publications, de réflexions en commun pour essayer de comprendre ce que ce détour par le très très long terme, par le terme anormalement long et qui va au-delà de l'horizon qu'on considère usuellement comme, en tout cas, l'horizon de réflexion ultime, qui est plutôt la fin du siècle en économie du changement climatique, le fait d'avoir été en terra incognita, ça nous rapporte des choses, je pense, utiles dans le périmètre de cette ESE, mais peut-être également utiles, et il faudra qu'on y réfléchisse, pour des ESE et puis des réflexions sur l'adaptation au changement climatique, par exemple, dans ce qui n'est pas la terra incognita et qui est ce siècle, voilà, pour quelques tentatives de pont entre ce qui nous a été vraiment expliqué en nous prenant par la main par Reza et puis les questions qu'on se pose usuellement dans le cadre de la chaire. Merci beaucoup pour ces parallèles. Je pense que, effectivement, à la fois la dimension temporelle et à la fois les possibilités d'action et de réaction qui ont été exposées. Bon, c'est d'ailleurs à ce titre que ces sujets m'avaient intéressé par les passés, sont effectivement très convergentes. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Je suis sûre qu'on pourrait faire un groupe de travail interne sur comment adapter ces logiques aux questions qui nous intéressent
à la chaire sur les changements climatiques. Je crois qu'il y a une question aussi sur la discussion, peut-être Reza, tu peux la voir, sur la taille, l'impact de la taille. Oui, oui, une question posée par Jean-Louis Martin, qui est un vieil ami et que je salue malgré l'anonymité de son écran. Oui, alors effectivement, il y aurait probablement matière. Salut Jean-Louis. Il y aurait probablement matière à mutualiser les coûts, mais ça semble totalement impossible. C'est-à-dire que il y a très peu d'appétence de quelques pays qui s'agissent pour accueillir les déchets nucléaires d'autres. Et donc, il y a un certain nombre de législations qui l'excluent très clairement, et c'est le cas en France. Voilà. Mais je me demande, là, je ne sais pas si Jacques Percebois, qui connaît ces questions-là bien mieux que moi, je me demande s'il est en ligne et s'il sait si dans le cas du Benelux, par exemple, il n'y avait pas eu ce type de considération. Mais pour ce qui est des grands pays producteurs et des grands stocks de déchets, c'est-à-dire voilà, la France, le Japon, les États-Unis, la Russie, progressivement la Chine, non, c'est chacun pour soi. Et l'Allemagne aussi. Je pense qu'il y a une forme de mutualisation dans la recherche, mais je vais laisser Jacques préciser. C'est-à-dire qu'en amont, il y a quand même plusieurs aspects qui se font déjà actuellement en consortium, mais et on peut considérer que c'est une forme de mutualisation des coûts. En revanche, les coûts qui sont vraiment opérationnels, oui, je pense que s'il s'agit vraiment d'une question de souveraineté nationale, qui serait vraiment très difficile d'avoir déjà à l'intérieur des pays, probablement, c'est les consensus, comme vous l'avez montré, c'est difficile, mais entre pays, ça me paraît encore plus lointain. Mais je laisse Jacques préciser si… Oui, juste avant de passer la parole à Jacques, il y a aussi la question du sous-sol qui limite la capacité de mutualisation des recherches. C'est une question de souveraineté nationale, oui. Oui, et aussi la question que bon, le sous-sol, en l'espèce, le sous-sol français, ce n'est pas le même que les autres pays. Les pays qui se sont engagés dans la voie du stockage l'ont fait, je crois, dans un contexte de granit, géologie du granit, et la France ne dispose pas du type de site granitique qu'il faudrait. D'où la décision d'aller vers l'argile qui, évidemment, du coup, réduit les capacités de mise en commun des expériences en la matière. Jacques, tu as certainement des choses plus intelligentes à dire. Non, juste quelques précisions. La France avait en effet envisagé le granit au tout début. Simplement, les expériences qui ont été menées, à la différence de ce qu'on observe par exemple en Suède, montre que le granit français, on n'a pas trouvé de granit non fissuré, pour dire les choses simplement. C'est pour ça qu'on s'est replié sur l'argilite. Alors, c'est vrai qu'en principe, les pays considèrent que la gestion des déchets, c'est un problème national pour une raison politique, c'est qu'il est difficile de justifier un programme nucléaire au profit des autres, même si on vend de l'électricité nucléaire à d'autres. Pour les populations, enfuir les déchets des autres, politiquement, c'est délicat. C'est la raison pour laquelle, en France, par exemple, la loi est très claire. On peut retraiter les déchets des autres, mais par contre, il faut qu'ils récupèrent leurs déchets ensuite, pas question de les stocker chez nous. Néanmoins, l'hypothèse avait été envisagée, je crois que la Belgique notamment avait envisagé de stocker, si c'était nécessaire, quelques déchets luxembourgeois. Alors évidemment, quand c'est un petit pays, je dirais, ça ne poserait pas trop de problèmes. Si demain le Luxembourg demandait à la France d'entreposer quelques déchets, ça ne poserait pas de problème. En revanche, pas question d'entreposer les déchets allemands en France, etc. etc. Alors, on peut envisager évidemment de trouver une solution mondiale. Je crois que la Russie, à un moment donné, avait dit, nous, on est prêts dans des zones isolées à envisager ça comme un service. Je crois que ça pose des tas de problèmes. Pour l'instant, il ne me semble pas que cette option a été étudiée longuement.
Merci Jacques. Je crois qu'il y avait Monsieur Booth qui avait levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? J'arrive pas à ouvrir ma vidéo, mais c'est pas grave, hein. C'est vous qui avez la main là. Bonjour, merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment très très intéressante. Juste peut-être une petite remarque et puis je voudrais revenir sur ce que disait Patrice parce que je pense que c'est effectivement très important. Petite remarque juste pour compléter ce que disait Jacques sur le granit. En fait, moi l'image que j'ai, mais il faudrait vérifier, c'est plutôt que l'argile est plutôt meilleure, toute chose égale d'ailleurs, hein, que le granit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même en Suède, ou en Finlande, ils sont obligés d'avoir des containers en cuivre qui sont beaucoup plus étanches que ce qu'on fait avec nos déchets, hein, parce que de toute façon, il est tout de même aussi fissuré en Suède, en fait. Hein. Et donc, c'est pour d'autres raisons dans mon esprit et dans ma mémoire qu'on a arrêté de regarder le granit en France, plutôt pour des raisons d'opposition politique en particulier, et puis parce qu'on avait le sentiment qu'on était en train de trouver une géologie qui marchait pas mal. Mais bon, pour revenir sur ce que disait Patrice, au fond, moi ce que je trouve vraiment cet exposé très, très important, parce que, comme tu le disais, Patrice, je pense qu'en fait, les déchets nucléaires ne sont pas du tout un apax, comme on dit dans mon monde de théologien biblique. Ce n'est pas du tout un cas singulier, mais il y a simplement un effet d'optique. Comme on vivait depuis quelques décennies avec l'idée de taux de croissance très élevés et de taux d'actualisation très élevés associés, plus le court-termisme de nos sociétés, plus personne ne se posait vraiment la question de ce qui se passait au-delà de 30, 40 ans, ou même 100 ans. Et c'est vrai, par exemple, dans le cas des déchets industriels toxiques, hein, où finalement, on ne regarde pas du tout les choses au-delà de 30 ans, alors qu'on sait bien, puisque j'ai la chance de travailler sur l'histoire longue de l'Empire romain ces temps-ci, pour d'autres raisons, qu'on continue à voir le plomb que nous ont légué nos amis il y a 2000 ans. Donc on voit bien qu'il y a plein de décisions que nous prenons, comme celles qu'ont prises ceux qui vivaient il y a 500 ans ou 1000 ans, qui ont des impacts à long terme. Et nos ancêtres le savaient bien, puisque eux, je veux dire, les pharaons en Égypte ou les Romains, quand ils construisaient des monuments, ils voyaient au-delà de 100 ans, et souvent ils raisonnaient, le plus souvent en se trompant, mais à 200, 300 ans. Et je pense que sur les questions, par exemple, déchets industriels toxiques, ou à l'autre bout, les questions que tu évoquais, Patrice, sur le changement climatique, je relisais une partie des rapports du GIEC, le numéro 3, sur les horizons qu'ils examinent, les scénarios SSP 1, 2, 3, etc. En fait, je pense qu'il y a vraiment la matière à travailler et des champs de recherche qui sont quand même très, très peu explorés, à la fois en termes de scénarios prospectifs au-delà des 100, 150 ans qui viennent, qui pour le moment ne sont pas du tout élaborés, par exemple en faisant levier sur tous les éléments intéressants que tu évoquais d'histoire longue. Hein. Moi, je travaille pas mal dans un autre monde sur l'histoire longue et tout ce qui s'est fait depuis 30 ans en termes d'historiographie. Il y a plein de choses, et y compris en articulant d'ailleurs avec les enjeux d'environnement. Je pense simplement par rapport au livre de Kyle Harper sur Rome récemment. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire. Et à l'autre bout, en termes de philosophie éthique, qui n'est pas, à mon avis, assez mobilisée. Il y a un paragraphe dans le 3.3 du GIEC, où pour la première fois en 2014, et c'est sympa parce que Marc Florbet, quelques collègues ont commencé à écrire des choses, mais ça reste très, très elliptique et très peu développé par rapport à tout ce qu'on a. Et ne serait-ce que s'interroger sur les capacités de réaction à 100 ans, 150 ans, 200 ans de société avec une moindre capacité technique. On a plein d'enseignements venus de l'histoire et plein de réflexions philosophiques à mener, y compris juste quelles sont nos responsabilités comparées. Et est-ce qu'il faut, tu parlais d'adaptation, finalement, il faut aussi voir quelles sont les actions qu'on pourrait avoir envie de faire en termes de mitigation, d'abord pour limiter les probas de société chaos et pour limiter les chaos moins, si je puis dire. Voilà, donc j'arrête, j'étais trop long, mais je trouve que ce que tu disais, Patrice, est très important et qu'il y a beaucoup de sujets. À partir du moment où on commence à se dire que la croissance sera peut-être moins forte dans certains scénarios, qui donc redonne un poids aux conséquences dans 100 ans, 200 ans, 300 ans de nos décisions, à partir du moment où on s'ouvre à ces scénarios possibles, je crois que là, il y a vraiment un champ très important pour l'économiste en lien avec l'histoire longue, la prospective à très long terme et en lien aussi avec les philosophies éthiques et morales
sur une réflexion sur nos responsabilités respectives entre nous et puis les générations futures. Deux réactions rapides, Anna, si tu permets, deux réactions rapides. C'est extrêmement intéressant, effectivement, et on peut penser à effectivement nombre de sujets comme le plastique, comme l'évolution de la biodiversité, en lien peut-être avec l'évolution des maladies infectieuses et le rôle de la biodiversité dans le fait de nous fournir des réponses alternatives. Donc, je suis d'accord avec cette idée qu'on pose là des questions de méthode qui ont un champ d'application qui est extrêmement large. Par ailleurs, j'ai été intéressé par la mention des scénarios SSP, qui sont effectivement ceux que l'on a retenus comme la base du scénario KO dans le SE, qu'on a dû prolonger parce que le scénario SSP n'allait guère au-delà de la fin de ce siècle, mais il y a là aussi peut-être un champ méthodologique qu'il conviendrait de clarifier, dans lequel on pourrait avoir quelques premiers repères. Merci à vous deux, merci M. Booth pour avoir aussi amplifié en fait la portée et les suggestions qu'on peut tirer de cette application à des champs beaucoup plus larges. Et Reza pour avoir justement suggéré cette application à des dimensions sur lesquelles on tend très souvent, je dois dire, la perche sur la question de la biodiversité notamment, et sur lesquelles on commence à avoir quelques travaux où nous sommes essentiellement très démunis pour essayer de construire déjà un cadre conceptuel, d'abord, avant de donner des réponses aux questions qu'on nous pose. Très bien. Je pense que nous avons très largement rempli les temps dédiés à cet FLM débat. Merci beaucoup, Reza, et merci aux participants de nous avoir accompagnés dans cette réflexion et à très bientôt.